Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais parler des RTX 3000. Alors il se trouve que j'avais fait une vidéo, normalement je l'avais tournée juste après la conférence, là actuellement on est jeudi. Mais en fait le truc c'est que j'étais tellement dans le feu de l'action de la présentation que en fait j'avais du mal à placer mes mots, j'ai oublié plein de trucs, ce que je dis des fois c'était à moitié incompréhensible. Donc je préfère la retourner en étant un peu plus posé, en ayant plus d'éléments et tout. Oui, j'arrive un peu après la tempête en gros, mais je vais un peu donner mon avis sur toute la conférence, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que j'aimerais voir, ce que j'aimerais pas voir, etc. Et comment que ça va être l'avenir des RTX 3000, mon avis. C'est parti. Alors je vais essayer de faire les trucs un peu dans l'ordre de qui ont été annoncés. Donc d'abord, là, il parlait pour le truc du coronavirus, et effectivement, ça c'était quelque chose de bien, le Folding Atom. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, comme il dit, faut pas le sous-estimer parce que, oui, on a beau avoir des supercalculateurs très puissants, mais la quantité de personnes à travers le monde qui ont des cartes graphiques, en fait, c'est un supercalculateur beaucoup plus puissant. Donc là, il parle de l'importance du jeu vidéo et des cartes graphiques dans le monde entier. Fortnite qui va recevoir le ray tracing. À la limite, le DLSS est mieux parce qu'en fait, le DLSS te permet d'avoir une image soit de meilleure qualité sans perdre des performances, soit de même qualité mais en gagnant des performances. Donc à la limite, ça pour un jeu compétitif ce serait mieux, mais le ray tracing, je trouve ça quand même un petit peu anecdotique. Hein. C'est comme le ray tracing dans Battlefield 5. Oui, c'est très joli, mais tu le mets que en mode histoire en fait. Enfin, en multi, ça te sert à rien parce que tu vois pas le truc. Le truc de la latence, ça en vrai, euh, j'aimerais bien voir des tests parce que ça, si effectivement c'est comme ils disent, ça a l'air d'être quelque chose de très prometteur quand même. Là, il parlait des écrans attendez, à 360 Hz. Alors, pour info, oui, 360 Hz c'est bien plus fluide que 144, on ne peut pas le nier. Le truc est que la vision humaine est quand même limitée. C'est-à-dire que normalement, on se maintient à dire en gros que la vision humaine est limitée aux alentours des 240-250 images par seconde. Mais vu qu'il y a le phénomène de, je crois que c'est de photorésistance, non, de persistance rétinienne, même des trucs moins fluides, ils nous paraissent fluides en fait. Donc au-delà de 240-250, l'intérêt est quand même très minime. Donc ça, le 360 Hz, je trouve ça un peu plus baguicheuse quoi, parce que oh mon dieu, c'est oui, enfin le 144 Hz c'est énorme, mais là passer à 360, c'est vrai que le gap est fou. Ensuite, dans la continuité, oh, ce truc. Attendez, il me faut une image. Si je continue. Voilà, ça. Le Nvidia Broadcast. Ça, par contre, j'en attends beaucoup. Mais j'aimerais qu'ils fassent un truc. Parce que s'ils font pas ce truc, pour moi, ce logiciel, il est un peu nul à chier. S'ils le font, ce logiciel est parfait. En gros, dans Nvidia Broadcast, ils permettent de streamer votre jeu directement avec un logiciel d'Nvidia. Enfin, c'est un GeForce Experience, mais en amélioré. Et ça, en fait, pour moi, si ce serait parfait, enfin, ce serait parfait si ce logiciel te crée une caméra virtuelle. Je m'explique. Le logiciel qu'ils avaient implémenté il y a quelques mois, Nvidia RTX Voice, en fait, il se servait de la puissance de la carte graphique, donc de la puissance de l'intelligence artificielle de la carte graphique, pour enlever les réductions de bruit du micro. Ça marche, et surtout l'avantage c'est que ça crée un micro virtuel, dans le sens où, quand tu l'actives, en fait, tu choisis ton micro, et par exemple sur Discord, pour que les gens entendent ma voix sans réduction de bruit, enfin avec la réduction de bruit, il faut que je sélectionne le micro Nvidia RTX Voice. Ce qui fait que si je clique sur Discord Bird du M1, et ben en fait le son du micro va directement aller sur Discord. Il va aussi passer par Nvidia RTX Voice, mais ça va aller dans l'oubli vu qu'il n'y a aucun logiciel qui l'utilise. Et là, ce qui serait bien, c'est que par exemple, tu actives ce truc pour délimiter ton corps et ton fauteuil du fond qu'il y a derrière toi, pour en fait remplacer un fond vert, et que ça crée une caméra genre Nvidia RTX Cam. Et genre, tu lances OBS, tu crées un nouveau truc périphérique de capture, voilà, et tu choisis Nvidia RTX Cam. Et du coup, tu as ta caméra où tu as comme un fond vert, mais sans un fond vert. Et là, j'en vois plein qui vont dire oui, mais ça sert à rien, le fond vert ça marche mieux, comme ça il a besoin de détourer qu'une seule couleur, il n'a pas à calculer qu'est-ce qui est derrière toi ou pas. Je vais donner un exemple dans lequel ce logiciel
bas un fond vert. Vous êtes prêts? Je le mets où le fond vert? Expliquez-moi. Non, parce qu'il passe pas le fond vert là que je sache. On n'est pas tous à avoir la caméra devant. Perso, je préfère avoir la caméra sur le côté. Alors pourquoi? Si je mets la caméra devant, je suis tout le temps en train de regarder devant. Donc si je regarde le jeu, je suis comme ça. Et si je vous parlais à vous, qu'est-ce que je fais? Je lève la tête comme ça, du coup ça se voit que je vous parle à vous. Ou juste je lève un petit peu les yeux, du coup c'est quelque chose de très subtil. Je préfère avoir la cam sur le côté, comme ça si je veux m'adresser à vous, eh ben je me tourne. Comme ça au moins l'adressage entre jeu et vous est net en fait. Voilà, je préfère avoir la cam sur le côté. Mais effectivement, dans mes conditions, avoir la caméra sur le côté, ça pose des soucis de fond vert. Et même si je la mettais en face, en fait, l'angle de la cam est assez large. Et si je voulais garder une grande zone de moi, en fait, on verrait le mur. Même avec le fond vert derrière, je pourrais pas détourer. Ou alors, il faudrait que je sois sur le côté. Et si je bouge ma main trop sur le côté, enfin en délimitant, ben, on la voit plus. Donc pour ce genre de truc, ça, dès que ce sera disponible, je vais le tester. Je vais en faire une vidéo, je pense. Parce que ça, franchement, ça m'intéresse et surtout, j'aimerais voir l'impact sur les performances. Parce que autant Nvidia RTX Voice, donc c'est-à-dire un truc qui doit traiter de la voix, on sent l'impact de performance, c'est-à-dire qu'on voit les FPS chuter, pas énormément, mais on les voit chuter. Autant là, pour un flux vidéo, oh, ça risque d'être compliqué. Hein. Si l'on bien optimisé, ça va, mais sinon, ça risque de bouffer pas mal niveau perf. Hein. Et ça me fait un peu peur. Mais ça à tester. Ensuite, ils ont montré le Nvidia Omniverse pour faire du machinima. Alors, c'est un truc dont je m'en bats totalement les couilles. Les cinématiques. Mais, ils ont fait un truc tellement poussé que j'étais en admiration. En fait, je me suis dit, putain, mais on parle d'un jeu vidéo et d'une carte graphique. Et ils arrivent à pondre ça. Et franchement, j'étais bluffé. C'est un truc dont je m'en bats les couilles, en fait, le machinima. Mais putain, tout le long, j'étais en mode, attends, mais ça sort vraiment d'un jeu, ça? C'est vraiment un logiciel de rendu, genre, ça a été fait en une semaine? Genre, c'est pas quelqu'un qui a bossé pendant des mois sur faire une scène Oui, le petit passage là où il... Voilà, ça, se dire que c'est quelque chose qui est dans le jeu, que c'est un gars qui a bougé son corps devant une caméra, que la caméra, du coup, avec la carte graphique a enregistré la position de son corps et qu'il a retranscrit avec les assets du jeu comme un personnage. Je suis désolé, là, je peux pas rester de marbre face à ça. C'est quand même quelque chose de fou. Parce que ça, normalement, si c'était pas possible avec leur truc à eux, en fait, t'aurais dû faire un rendu. Et vu qu'en fait, le jeu te permet pas d'avoir une position de caméra si poussée, en fait, t'aurais dû recréer l'intégralité de la scène dans un logiciel de 3D. Donc voilà. Ensuite, oh, Marble, ce truc. Attendez, il faut que j'essaie de trouver le moment où il le montre. Il le montre plus longtemps. Ah, il le montre pas très longtemps. Bon, bah ça doit être après alors. Là, il reparle du RTX, tout ça. Ça, ils en avaient beaucoup parlé aussi lors d'une présentation qu'ils avaient fait en mai ou en juin, je crois. Où ils montraient la GV100 ou la GA100. Voilà, la première architecture Ampère. Niveau intelligence artificielle, il y a quand même des trucs de fou. Ça, en gros... Il manque, il me semble, je crois, 1 pixel sur 2. Mais par IA, en fait, ils arrivent à reconstruire l'image. Alors, oui, c'est un peu flou et tout, mais il faut quand même se dire qu'à la base, il te manque la moitié des pixels. Hein. Franchement, je trouve ça assez bien. Là, il reparle encore du Nvidia DLSS, qui est quand même quelque chose de très poussé, mais ça, en fait, l'Nvidia DLSS, c'est, pour une fois, plus tu joues à un jeu, mieux c'est. C'est littéralement ça en fait, ils envoient des images de très haute résolution, notamment 16K, ils envoient ça dans des supercalculateurs pour l'analyser et tout. Après, ils envoient d'autres images en plus basse résolution, et en fait, d'autres supercalculateurs se chargent d'essayer de reconstruire une image de plus haute résolution en se basant du coup sur les algorithmes qui venaient de l'image de méga résolution. C'est littéralement, plus on fait bosser, mieux c'est, et plus le gain de performance sera mieux. Là, il reparle ça. Alors, ce truc, ça me rappelle l'annonce des RTX 2000. Ils avaient montré exactement le même truc. C'est-à-dire, voici ce qui se passe à la base, le temps qu'il faut pour rendre une image. Voici ce qui se passe quand on ajoute les RT Core, donc des trucs faits exprès pour le ray tracing. Et voici ce qui se passe quand on ajoute de l'IA. On passe de 50 millisecondes, c'est 20 FPS, à 50 FPS, à 12 millisecondes, c'est combien? 80 FPS, il me semble. Peut-être un petit peu plus. Donc c'est quand même pas mal, ouais.
Donc là, il reparle des... Ouais, là, il montre la différence de puissance qu'il y a entre, du coup, Turing et Ampère. Donc Turing, c'est les 2000, Ampère, c'est les 3000. Et c'est assez bluffant. Parce que par rapport au shader, 2,7 fois la puissance. Le ray tracing, 1,7 fois la puissance. Et les Tensor Core, il va y arriver, 2,7 fois la puissance. C'est quand même des gains qui sont pas négligeables, parce que normalement, sur des générations de cartes, tu fais peut-être des gains de 50-60%. Là, tu es à 70 ici, tu es à 170 et 170. Ce qui est quand même, somme toute, assez élevé. Là, il montre aussi l'écart de performance. D'ailleurs, il y avait eu une fuite d'un benchmark un peu similaire. Enfin, une fuite qui ressemblait à ça. Et les gains sont énormes. Et comme on va le voir après, c'est des gains qui sont confirmés, d'après ce que Nvidia dit, en fait. Mais entre 50 et 100% de perf en plus, c'est quand même quelque chose de bien. Ah, Marble. Cette démo, il l'avait montré en mai ou en juin. Pour le premier truc Marble. Il me semble pas que c'était pour les RTX 2000. C'est quelque chose d'extrêmement joli. Mais sans déconner, ce passage-là, qui du coup tourne sur Ampère, il est mais parfait. Genre vraiment, on voit le gain. Et oser sans déconner me dire que ça vient d'un logiciel, enfin que ça vient d'un jeu, ça. Non. Il y a 3 ans, on te montre ça, ta seule réaction c'est, ok, soit c'est quelqu'un qui a pris en photo la scène, soit ça a passé 4 heures dans un logiciel de rendu. Non, non, c'est en temps réel. C'est-à-dire que, comme ils l'ont dit, Turing faisait tourner ce jeu, en gros, en 720p à 25 fps. Là, ils le font tourner en 1440p à 30 fps. Alors, je comprends pourquoi le 1440p, parce que c'est 4 fois la 720p. Donc c'est littéralement 4 fois plus puissant en fait. 4 fois plus puissant. Mais pour le coup, j'aurais aimé qu'il le fasse tourner en 1080p 60. Parce que le stream était limité à du 1080p 60 fps. Et s'il avait fait tourner en 1080p 60, déjà nous on aurait pu en profiter. Mais surtout, pour ceux qui ne savent pas, en 1440p, il y a quasiment le double de pixels qu'en 1080p. Donc, si tu fais tourner en 1080p 60 fps, ça revient au même que de faire tourner en 1440p 30 fps, en théorie. Et on en aurait plus profité parce que ça aurait été une démo super fluide. Mais putain, les gars, c'est photoréaliste, sans déconner. C'est tellement beau. Franchement, donc voilà, ça c'était Turing. Et là, il y a Ampère. Donc déjà, on voit que c'est moins flou. Puis les détails de couleurs sont mieux. Ensuite, ce truc. Ah, ce truc. Alors, je me pose une question. Est-ce que c'était quelque chose qui a été prévu depuis le début? Ou alors c'est quelque chose qu'ils ont envisagé en réponse à la PlayStation 5? Parce que la PlayStation 5, c'est, j'ai pas envie de dire vanté, mais si un petit peu vanté de son nouveau système de temps de chargement qui est plus optimisé, tout ça, ce qui fait que les assets de jeu peuvent charger beaucoup plus vite en fait, et réduire les temps de chargement. Et ça, pour moi, je vois ça comme une réponse à la PlayStation 5, en mode, ah ouais, sur PS5, vous chargez plus vite sur PC. Et bah tiens, ma carte graphique aussi, elle peut le faire. Alors, je vais vous le dire tout de suite, ça, je pense pas qu'on en aura l'utilité dans les jeux. Pourquoi? Là, il montre un exemple pour des données compressées. Donc, c'est-à-dire que sur un SSD PCI Express Gen 4 avec des données compressées, on a un débit de 14 gigabits par seconde. Alors, je reprends parce qu'en fait, avant, j'ai dit de la merde. C'est pas 14 gigabits, c'est 14 gigabytes. Donc, sur un SSD PCI Express 4.0 avec des données compressées, on peut avoir 14 GB, donc 14 gigaoctets de données par seconde. Sur un SSD PCI Express standard, on peut avoir, waouh, 7 gigaoctets de données par seconde. Et sur un SSD SATA 3, on est à 500 mégaoctets par seconde. Et sur un disque dur, 100 mégaoctets par seconde. Nvidia, ils arrivent et ils disent, ok les gars, plus on veut des données, plus on veut une quantité de données énorme, plus il faut de cœur, enfin plus il faut de ressources. Là ça se voit, pour un disque dur il te faut 10% de un seul cœur, pour un SSD il te faut 20% d'un seul cœur, pour un SSD PCI Express 4.0 il te faut 2 cœurs à attribuer juste pour sortir toutes les données. Et si tu veux des données compressées, ben, tu vas sortir tes données à 7 gigaoctets par seconde, mais vu que c'est des données qui sont compressées, faut que tu les décompresses.
Donc, il te faut beaucoup plus de puissance de calcul. Et là, ils annoncent que pour passer de 7 à 14, donc avec des données compressées 2 fois, il faut 24 cœurs. Alors, là, ça signe la fin de Intel, parce qu'il n'y a que AMD qui a des processeurs grand public 24 cœurs. Oh, putain, la petite pique de merde que je viens de faire. Et c'est énorme. Nvidia, ils arrivent et ils disent, ok, avec la carte graphique, on va pouvoir alléger tout ça, on va utiliser la puissance de calcul de la carte graphique pour avoir la même quantité de données. Mais du coup, le CPU, ben, on va avoir besoin que de 50% d'un seul cœur. Ce qui du coup allège énormément. On est à peine au-dessus de la charge processeur que demande un SSD et bien en dessous de ce que demande un PCI Express 4.0. Mais est-ce que tous les développeurs de jeux vidéo vont faire ça, c'est-à-dire vont compresser leurs données? Alors, ils ont intérêt vu le poids de Call of Duty Modern Warfare. Mais perso, je verrai pas ça pour une application dans du jeu vidéo. Ça peut paraître con ce que je dis, mais pour moi, ça aurait plus sa place pour des logiciels de rendu. Pourquoi? Il y a des logiciels où des fois, il y a des scènes tellement complexes, elles demandent tellement d'assets et de paramètres à les chercher en fait, que des fois la scène prend plus de temps à charger le rendu qu'à faire le rendu en lui-même en fait. Et je pense qu'avec ça, pouvoir directement charger les trucs sur la mémoire de la carte graphique, au lieu de passer par le CPU, tout ça, le port PCI Express, ralentir les trucs, blabla, je pense que ça pourrait bien l'accélérer. Et à mon avis, ça sera plus sa place pour du rendu 3D que du jeu vidéo. Alors oui, pour du jeu vidéo, ça serait très bien, parce que si tu compresses tes données à mort sur un SSD SATA 3, mais vraiment à mort, tu pourrais exploiter ta carte graphique et avoir des temps de chargement beaucoup mieux. Mais, qu'on se le dise, c'est quoi la proportion de personnes qui, ne serait-ce à ces jeux installés sur SSD? Non, parce qu'il y en a encore beaucoup qui jouent sur disque dur. Moi-même, 80% de mes jeux sont installés sur un disque dur. Peut-être 90%. C'est quoi la quantité de personnes qui ont un SSD PCI Express 4.0 sur lequel ils mettent un jeu dessus? Non, parce que c'est tellement cher ce truc que en fait tu ne peux pas te permettre, si tu es un joueur standard, d'acheter ça uniquement pour un jeu. Généralement les gens ils achètent ça, ils en achètent un petit, ils mettent Windows et les programmes dessus. Et après il te reste pas beaucoup de place si tu mets beaucoup de trucs. Hein. Si tu mets beaucoup de programmes ou beaucoup de trucs ou quoi, il te reste pas beaucoup de place pour tes jeux après. Hein. Ça je peux te le garantir. Hein. Donc voilà. Ça serait démocratisé si jamais il... Enfin ça, ce serait bien pour du jeu si jamais il répandait le format U.2 pour les SSD. En gros le format U.2 pour faire simple, c'est le SATA 3 et le PCI Express mélangés. En gros c'est tu connectes un câble à un SSD standard, mais c'est un SSD avec des vitesses de PCI Express. Voilà. Donc ça oui, ça a l'air très intéressant, mais pour du jeu je pense pas que ça verra le jour, ou alors ça aura un impact minime selon moi. Ensuite, donc là, ils ont montré le ray tracing dans Cyberpunk 2077, ce qui est magnifique. Ensuite, ils faisaient l'avancée des cartes graphiques à travers le temps, que je trouve un peu con d'ailleurs, non, parce que ils présentent la GeForce 256. L'une des premières GeForce, enfin, je crois que c'est la première GeForce. Ensuite, tu dis, il va y avoir quoi, une TI2 ou un truc du style? Non, non, la 690. Genre, il y a eu un gap de 13 ans entre les deux. Ok. Après, tu te dis que c'est quoi? Ok, bon, c'est la plus puissante. Qu'est-ce qu'on va mettre? Une Titan, une 780 Ti? Oh, je sais pas. La 980. Pourquoi la 980? Enfin, si tu pars sur la 900, mais la 980 Ti, ou mais la Titan X, je sais pas. Après, tu te dis que ça va être quoi? Ah, c'est de la Titan. Ou alors la 1080 Ti. Ou alors, vu qu'il saute une génération à chaque fois, ça va être la 2080 Ti cette fois. Non, non, la 1080. Là, il montre la 2080. Et là, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'ils montraient la 690 qui était la plus puissante? Ils auraient pu montrer la 680. Enfin, je sais pas. Et là, du coup, c'est la scène où ils montrent la 3080 avec un GPU monstrueux. C'est tellement compact. D'ailleurs, attendez, je me pose une question. Est-ce que elle était là depuis le début? Oui, elle était là depuis le début. Parce que j'avais pas vérifié. Non, parce que ils ont packé l'intégralité de la carte sur ça. Et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose de beau. Et aussi, alors le refroidissement, je en parlerai un petit peu après. Enfin, avant de parler du refroidissement, on va parler de ça. Ce truc. Alors ça, je suis content parce que je suis capable de vous l'expliquer grâce à ma formation, en fait. Voilà. En gros, pour faire simple, à gauche,
il y a deux valeurs possibles. Soit le signal électrique est tout en haut, soit il est tout en bas. Et dans le logiciel qui gère la carte, en gros, il se dit, ok, si la valeur, admettons que ça c'est 1 volt et que ça c'est 0 volt. Il se dit, ok, si la valeur est au-dessus de 500 millivolts, je vais considérer que c'est un 1. Le bit qui est transmis, c'est un 1. Si la valeur est en dessous de 500 millivolts, on va considérer que le bit transmis, c'est un 0. Ok. Donc ce qui fait que sur un seul cycle, c'est-à-dire que sur une boucle, en fait, parce qu'il faut timer ça de manière extrêmement réduite pour que ça aille vite, pour faire passer des quantités de données folles, on peut avoir que deux valeurs, soit 0, soit 1. Ce qui fait qu'on peut transmettre un seul bit. Voilà. Là, ici, on peut transmettre 4 valeurs différentes. Parce qu'en fait, avec la GDDR6X, la précision est tellement plus fine qu'on peut du coup se permettre d'avoir 2 fois plus de signaux différents sans qu'il y ait d'interférence ou de bruit en fait. Parce que là en fait vous voyez que par exemple là les lignes elles sont très épaisses. Si on avait fait ça ici, ça aurait pas marché. En fait il y aurait des interférences, il y aurait des données qui seraient envoyées pas bonnes et ça aurait pas marché, ça aurait fait des bugs. Mais là ils peuvent se le permettre. Par exemple ils se disent ok, si c'est entre 500, non, si c'est en dessous de 125 millivolts, on va considérer que c'est un 0, enfin c'est 0, 0. Si c'est entre 500 et 125 millivolts, on va compter que c'est genre c'est un 0,1. Si c'est entre 500 et 750, on va compter que c'est un 1,0. Et si c'est au-dessus de 750, on va compter que c'est un 1,1. Ce qui veut dire qu'on peut faire passer 4 valeurs différentes. Et pour faire passer 4 valeurs différentes, il faut 2 bits. Parce qu'on a 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pour donner un exemple de à quel point ça c'est puissant, là, sur le premier, si on veut faire passer le message 0, 1, 1, 0. Donc on va faire passer 4 bits. Donc premièrement on envoie le 0, ensuite on envoie le 1, ensuite on envoie le 1, et en dernier on envoie le 0. Donc il a fallu 4 cycles. Donc par exemple je vais dire une connerie, il a fallu 4 secondes. Sur celui-là, vu qu'on peut envoyer les bits par paquet de 2, donc il faut 0, 1, 1, 0. On peut envoyer tout d'abord le signal 0, 1, parce qu'on peut le coder. Et après on envoie le signal 1, 0, parce qu'on peut le coder aussi. Donc il nous a fallu 2 secondes. Ce qui veut dire qu'avec ça, sur un même intervalle de temps, on peut littéralement faire passer 2 fois plus de données. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'excellent. Voilà. Et ça c'est une vraie avancée en fait. Et même je suis surpris qu'en fait ça n'existait pas avant. Qu'avant il se limitait du 0 du 1. Ensuite, le refroidissement de la carte. Ah, deuxième année consécutive où Nvidia se met enfin à retravailler intelligemment ce refroidissement. Non, parce que depuis leur première carte jusqu'au GTX 1000, ils étaient sur un refroidissement turbine. Et il y avait certaines cartes turbine inversée, ce qui fait que, alors je me mets par rapport à votre sens. Ouais, donc par rapport à votre sens, la fin du boîtier est là. Et le début de la carte est là. En fait, on mettait un gros ventilateur ici qui aspirait l'air comme ça et qui soufflait par là. Ce qui fait que ça soufflait à travers le radiateur et tout l'air sortait. Des fois, il faisait l'inverse. Sur des vieilles cartes, je crois que c'est sur les GTX 1000 ou 5000, le ventilateur était là et il soufflait l'air dans ce sens. Ce qui était un peu con en soi. Pour les GTX, enfin pour les RTX 2000, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un refroidissement standard, c'est-à-dire GPU, gros radiateur et gros ventilateur qui vient souffler par-dessus. Là, ils ont fait un truc qui est mais fantastique. Et vraiment, c'est quelque chose qui est excellent. J'avais eu l'idée un jour d'une carte comme ça, mais je me suis dit, non mais jamais on arrivera à faire un truc comme ça. Et ce refroidissement-là, et ça je peux vous garantir déjà que ce sera très efficace et que ça pourra concurrencer même avec les modèles custom d'autres constructeurs. Ça, c'est possible parce qu'ils ont fait un petit PCB. C'est-à-dire que la carte est toute petite. Et que du coup, sur le reste de la carte, donc pour faire une carte de taille standard, ils peuvent se permettre de faire des fantaisies. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ventilateur ici qui aspire de l'air, qui souffle. Et en fait, le seul endroit où l'air chaud peut sortir par rapport à la disposition des lamelles d'aluminium, il peut sortir que dehors. Donc là, tout l'air qui rentre est éjecté dehors. Bon, il y a une petite partie qui doit être rejetée dans le boîtier, mais pas grand-chose. Ce ventilateur-là est placé au-dessus. Il tourne en inversé en fait. Il aspire l'air d'en dessous. Ça passe à travers le radiateur.
et c'est rééjecté pour aller du coup vers le haut du boîtier. Pourquoi est-ce que c'est fantastique? Les carafes qui faisaient avant, ventilateur, radiateur, ça sortait. Simple. Enfin, dans votre sens, du coup, c'est ouais, ventilateur, radiateur, ça sortait. Là, enfin, les cartes standards, c'est carte, radiateur, ventilateur. Donc, quand les ventilos soufflent, l'air passe à travers les lames, mais elle tape la carte. Du coup, l'air est bloqué, il se dit merde où je dois aller. Du coup, en fait, l'air doit un peu forcer pour sortir de la carte. Là, l'air n'a aucune restriction. Ce qui fait que normalement, ça souffle, le radiateur, paf, ça tape, et du coup, bah, l'air est vachement ralenti. Mais là, non. L'air passe super vite parce qu'il y a zéro restriction. Et ça, je trouve bien. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule carte qui faisait ça à moitié. C'est une carte Zota qui me semble, une mini. Il y avait le ventilo de gauche dans votre sens qui était plus designé pour avoir une grosse pression d'air, donc pour appuyer et forcer l'air à passer à travers le radiateur et sortir. Et l'autre ventilo qui avait des pales qui étaient plus designées pour le flux d'air. Parce qu'en fait, la carte, il y avait le PCB, mais le radiateur allait jusque là. Ce qui fait qu'en fait, il y avait une partie où il n'y avait pas de restriction, où l'air pouvait directement passer. Et du coup, ils avaient fait un ventilateur qui était plus orienté flux d'air que pression, parce que justement, il y avait moins de restrictions. Mais là, je trouve ça bien. Même si, entre nous, je préfère ce design. Je préfère avoir les deux ventilateurs du même côté. Et même, je vous dirais, ce design est mieux parce que avec l'autre, avec ça, là, ce ventilateur-là, il aspire de l'air frais, ça tape dans le radiateur, l'air se chauffe, il sort. Là, le ventilateur aspire de l'air frais, tape dans le radiateur, l'air se chauffe, et vient être aspiré par le ventilo. Ce qui fait que le ventilo va être, durant toute sa durée de vie, en contact avec de l'air chaud. Donc le ventilo, durant toute sa durée de vie, va être chauffé. Ce qui est chiant parce que je pense que ce ventilo a plus de chances de décéder que l'autre en fait. Parce que tout simplement, il va être chaud durant l'intégralité de sa vie en fait. Voilà, c'est pour ça que je préfère le design de la RTX 3070 à celui de la 3080 et 3090. Ensuite, ils ont montré un graphe qui était très intéressant. Voilà, celui-là. Où il parle du coup des performances des cartes. Bluffant. Et surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est que les 3070 et 3080 commencent à 500$ et 700$. À une époque où la 2080 Super est vendue à plus de 800€, faire commencer la 3080 à ce prix-là, je trouve que c'est fantastique. Et puis en termes de perf, j'adore. J'y croyais pas une seule seconde. La 3070 est annoncée comme aussi puissante que la 2080 Ti. Pour 500€. J'aimerais qu'on fasse une minute de silence pour tous ceux qui ont acheté une 2080 Ti avant la conférence Nvidia. Vraiment, je suis désolé pour vous. Et la 3080, ils l'annoncent comme 2 fois plus puissante que la 2080. Alors, d'après leur tableau, c'est à moitié faux. Parce que, en fait, 4, elle est même pas à 4,5, c'est-à-dire qu'elle doit être un peu au-dessus de la 2080. Donc, au niveau de la 1080 Ti, c'est faux. La 2080 est bien au-dessus de la 1080 Ti. Mais bon, ce serait quand même un monstre. Et être 2 fois plus puissant que la 2080, ça veut dire être, je crois, 60% plus puissant qu'une 2080 Ti. Ce qui est juste énorme, en fait. Pour seulement 700€. Je pense que si ma 980 Ti avait pas cramé, si j'avais pas acheté une RTX 2080, je pense que je me serais acheté une 3070. Parce que 500€ pour la puissance d'une 2080 Ti, c'est franchement bien. Seule déception du coup, après c'est la 3090. Nvidia a dit qu'ils arrêtaient les titans, mais ils en ont fait une. Ils sortent la 3090. Prix de base 1500$. Voilà. Mais en termes de perf, j'ai fait mes calculs et elle se trouverait au double de la 2080 Ti en termes de puissance, ce qui en ferait vraiment un monstre. Et surtout, Nvidia a confirmé qu'il y aurait du NVLink pour la 3080 et la 3090. Donc, t'es 2 fois plus puissant que la 2080 Ti. Tu fais un NVLink de 3090, comment dire, le 4K 144 fps, c'est plus assez en fait. Voilà. Tout simplement. Il y a un truc qui me chagrinait aussi, c'est que par rapport à la carte, enfin aux deux cartes même, voilà, ils ont mis le connecteur d'alimentation ici. Alors,
Ça se comprend parce que le PCB est petit. Et pourquoi là? Genre ton câble d'alimentation il va traverser en plein milieu de ta carte. Genre tu vas devoir le faire passer au-dessus de GeForce RTX. Et puis aussi là ils ont mis la vitre pour montrer que la carte s'arrêtait bien là et que là c'était ouvert en fait. Du coup que cette carte aussi bénéficie d'un bon flux d'air. Et ça je suis content. Mais vraiment. Seule petite déception, c'est qu'ils ont... la 3070 n'a que 8 Go de VRAM. Je sais pas, t'es aussi puissant que 2080 Ti, t'en mets au moins 11. Et la 3080 qui est bien plus puissante que 2080 Ti n'a que 10 Go de GDDR6X. Alors oui, c'est très rapide, mais tu vois, on s'attendait à mieux quoi. Et la 3080, je sais plus c'était quoi ses perfs. 24 Go. Donc là je trouve que c'est un peu con parce que pour les GTX 1000 et les RTX 2000, les 1070 et 1080 avaient eu, enfin les 70 et 80 avaient 8 Go de VRAM, la 80 Ti en avait 11, ce qui fait que t'en rajoutes, en fait tu rajoutais un peu plus de 25% de VRAM, genre j'étais quoi, 30% de VRAM. Et là c'est un peu con parce que t'as la 3080 qui a 10 Go, donc techniquement la 3090 devrait en avoir 13 ou 14, et là ils t'en mettent 24. Donc en fait, si on suit cette image, techniquement les 3070 et 3080 devraient avoir 16 Go de VRAM, pour être cohérent avec les deux générations d'avant. Voilà. Ensuite ils ont montré qu'ils jouent en 8K sur des jeux, alors autant le 4K, j'ai fait mes petits calculs, une 3080 fait tourner tous les jeux actuels en 4K ultra à plus de 60 fps. Tous sans exception. Donc la 3090, par rapport au calcul, on serait à minimum 80-90 fps en 4K. Donc si on suit la logique, 90 fps en 4K, ça te fait genre 25 fps en 8K. Donc ouais, à mon avis, avec une carte comme ça, tu pourrais espérer du très beau 8K en 30 fps. Mais du 60, j'ai du mal à y croire. Aussi, alors attendez, je vais revenir sur l'image. Elle était où? J'ai fait mes petits calculs du coup, parce qu'ils ont annoncé la 3090, ils ont annoncé la 3080 et ils ont annoncé la 3070. Du coup, j'ai essayé de faire un petit peu mes calculs pour essayer de voir où devrait se trouver l'hypothétique 3060 et l'hypothétique 3050. Alors comment j'ai fait mes calculs? Je me suis basé sur l'écart de performance qu'il y avait entre la 2060 et la 2070, l'écart de perf qu'il y a eu entre la 1060 et la 1070, et l'écart de perf qu'il y avait entre la 960 et la 970. Du coup, j'ai comparé les écarts de perf moyens pour en déduire la 3060. D'après mes calculs, la 3060 devrait se trouver soit entre une 2070 et une 2080. Enfin, dans ce gap là. Donc c'est soit le niveau de perf d'une 2070, soit le niveau de perf d'une 2080. Le niveau de perte d'une 2080 serait plus crédible parce que si c'est une 2070, ben ça ferait un gap que d'une carte. En fait, tu passerais d'une 2060 à une 3060, mais du coup, c'est comme ça chez une 2070. Pour moi, le gap serait pas assez gros. Donc, je pencherais plus sur la 3060 aurait les pertes d'une 2080. Et la 3050, alors là, c'était très compliqué. En fait, je trouve une fourchette de puissance énorme. Parce qu'en fait, les écarts de perf font qu'augmenter entre les générations. Alors, en fait, j'ai trouvé une fourchette basse, enfin, une valeur basse et une valeur haute, ce qui fait que la carte peut se trouver entre les deux. La valeur basse se situe entre la 1650 Super et la 1660, et la valeur haute se situerait au niveau de la 1660 Ti. Alors, ce serait un peu chiant parce que du coup, ça créerait un écart entre la 1660 Ti et la 2080 qui est énorme en fait, parce qu'entre une 1660 Ti et une 2080, t'as un écart de fou. Et si ce serait que ça, ce serait un peu chiant, du coup, il faudrait qu'il rajoute d'autres cartes. Mais si la 3050 est au niveau d'une 1660 Ti, bon, ça enterrerait pour de bon la génération de 900. Pourquoi? Une 1660 Ti, c'est le niveau de perf d'une 1070, qui a elle-même le niveau de perf d'une 980 Ti. Donc si la 3050 est au niveau de la 1060 Ti, qui est elle-même au niveau de la 1070, qui est elle-même au niveau de la 980 Ti, ça enterre la génération 900, tout comme les 1600 ont enterré les générations 700. Oui, une 1650 et il me semble, non peut-être la 1650 Super est plus puissante qu'une 780 Ti, et la 1050 Ti est plus puissante qu'une 680. Donc là du coup ce serait bien parce que ça enterrait pour de bon la génération 900. En espérant que ce soit ça parce que, imaginez,
2015, une 980 Ti c'était 700 euros. S'ils sortent une 3050 avec ce niveau de perf à 150 euros, c'est plutôt pas mal, moi je dis. Hein. Si, un truc en plus, la date de sortie, la 3080 sortira le 17 septembre, la 3070 en octobre et la 3090 le 24 septembre. Pour tous ceux qui veulent se faire un PC aux alentours des combien 1200 euros, peut-être un peu plus. Attendez octobre et achetez-vous une 3070. Vous le regretterez pas du tout, parce que pour 1200 euros, vous avez largement moyen de coller une 3070. Et pour 1200 euros, en fait, vous avez qu'une 2080 Ti en fait, en comparaison. Donc soit vous achetez qu'une 2080 Ti, soit vous faites un PC complet pour le même prix. Voilà. Et pour la 3080, ce serait plus des PC aux alentours de 1500 euros et peut-être un peu plus. Que là, vous faites plaisir, hein, là. Voilà, donc si vous voulez faire des PC dans cette tranche de prix là, attendez la date de sortie de ces cartes. Si jamais vous n'avez pas le budget, genre 900 euros, 800 euros ou moins, non, achetez-vous un PC maintenant parce que les autres cartes vont pas sortir avant longtemps, je pense. Pour tous ceux qui ont actuellement une RTX 2060, une RTX 2070, 70 Super, 2080, 2080 Ti, ou même une 1080 Ti ou 1080, c'est pas parce que les cartes qui sortent déglinguent vos cartes que vous êtes obligé de changer. Ces cartes-là restent très bonnes. Voilà, c'est pas parce que ces cartes-là sortent que tout d'un coup tous les jeux qui vont sortir vont être 2 fois plus gourmands et que vos cartes n'arriveront plus à les faire tourner. Bon, sauf si vous avez une GTX, là oui, c'est un petit peu chiant parce que vous n'avez pas le ray tracing en extrêmement fluide. Mais voilà, tous ceux qui ont ces cartes-là, ne vous jetez pas à les vendre de suite pour acheter ces cartes-là. Non, soyez raisonnable. Genre, j'ai une 2080, c'est pas parce que la 3080 a le double de performance que je vais leur revendre en acheter une. Non, elle est encore extrêmement puissante. Elle fait tourner tous les jeux que je veux à plus de 60 FPS en 1440p. J'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, ne soyez pas dans la bêtise de mon Dieu, ma carte est devenue nulle. Non, elle n'est pas devenue nulle. C'est pas votre carte qui est devenue nulle. C'est les nouvelles qui sont très bien. Mais votre carte reste bien. Il n'y a pas à s'en faire. Donc voilà, c'était mon dernier petit message. Et je vais conclure en disant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Geeker. Allez, salut!